Il n'y a pas de débat, c'est du lactate, c'est pas de l'acide lactique. Je suis d'accord que structurellement, vous voyez, il y a les deux, ça se ressemble. L'acide lactique, c'est lui, et s'il perd son proton, on a un lactate. Hyper important ce que tu es en train de dire là. Ça, c'est le point essentiel. C'est une différence fondamentale et qui explique à quel point, non, l'acide lactique et les lactates, c'est pas synonyme. C'est pourquoi notre ami Didier Ress, que je salue, qui est le capitaine de la team lactate, il dit le lactate, ça donne la patate. Parce qu'en formant du lactate, tu consommes de l'acide et donc tu peux produire plus de contractions musculaires en amont. Là, on présentait systématiquement l'acide lactique, puis derrière en disant oui, non, mais les lactates, c'est pareil. Bon, bah, le lactate, comme le grand méchant de l'effort qui va stopper votre effort. Ça veut dire que à la fois, on le produit au cours de l'effort, mais on peut le réutiliser. Du coup, à plus moyen terme, la question c'est est-ce que y a un lien avec les courbatures? C'est vrai que c'est une bonne question. Aujourd'hui, je reçois le Heisenberg du sport, le prof de chimie que tout le monde aurait voulu avoir, mais surtout que tout le monde aurait dû avoir, surtout les coachs. Parce que quand on en vient à parler d'acide lactique, on est complètement hors sujet. Alors aujourd'hui, on joue au jeu des 7 différences, sauf qu'il n'y en a qu'une. Acide lactique, lactate, la différence n'est pas un détail. Essaye de la trouver. Si tu la trouves pas, ça veut dire qu'il faut que tu regardes l'épisode. Et le voilà, c'est Blablaro au labo, le Heisenberg du sport, celui que j'aurais aimé avoir comme prof au lycée, mais aussi à la fac. En prépa. Franchement, il est jamais trop tard, voilà. C'est pas grave. Il vient me faire cours maintenant, et il va vous expliquer pourquoi la différence de terme n'est pas juste un détail. Restez bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode, parce qu'à la fin de l'épisode, on vous explique ce que ça change sur le terrain. C'est pas juste un débat de science. D'ailleurs, il n'y a pas de débat de science. Non, il n'y a plus de débat. Je pense que en vrai, il y a consensus. On les a. Attends, il n'y a pas de débat, mais pourtant, je vais te prendre quand même quelques références hyper récentes et des grosses références. Tiens, par exemple, là, livre classique que tous les coachs ici ont probablement lu. C'est un excellent bouquin. Seulement, voilà, dedans, Tudor Bompa, qui est vraiment un des plus gros auteurs mondiaux. Ça, c'est peut-être la 8e édition. C'est un truc de ma boule. Sur la périodisation de l'entraînement, il parle d'acide lactique tout du long. Bon, ça, c'est Tudor. Ok. Je te prends un autre exemple, tiens. Moins de 5 ans. Ça, Heart Rate Training. Ce livre-là, c'est que du métabolisme. C'est le fond de commerce du truc, c'est la machine cardiovasculaire, c'est la chimie. Et derrière, les mecs te parlent d'acide lactique à 4 reprises dans le bouquin. Je t'en prends un plus récent. Je suis tombé dessus l'autre jour. Pavel, pas toi, Pavel Tsatsouline. Ceux qui ne connaissent pas Pavel Tsatsouline, c'est une erreur fondamentale. C'est sans doute un des auteurs et méthodologistes de l'entraînement qui va le plus marquer notre ère d'entraînement. Il vient du kettlebell, de la force fonctionnelle. Ils ont déployé évidemment tout Strong First dans le monde entier. Tu connais comme moi cette école remarquable de kettlebell. Seulement voilà, Pavel, il faut qu'il révise un petit peu. Il faut qu'il vienne prendre des cours de chimie avec notre Blablaro, parce que quand je lis rapidement, voilà, with a lot of noise and pollution, low energy and poor well-being will follow, health problem might develop later. On vous met une petite traduction. Lactic acid accumulates. La mort est proche. Alors moi, je te propose un truc, parce que c'est inquiétant de voir que c'est dans des sources récentes. Ça, c'est publié l'an dernier. Hein. C'est ultra récent. C'est ultra récent. Donc, moi, je vois 2 possibilités. Soit c'est un problème de compréhension, soit ils pensent que c'est juste un abus de langage. Moi, ce que je te propose de te montrer, c'est pas juste de sortir des références où, en fait, il est écrit noir sur blanc. Et encore une fois, je le redis, il n'y a pas de débat. C'est du lactate, c'est pas de l'acide lactique, et avec les conséquences qui vont avec, qu'on va développer. Mais je pense que ça, on l'a assez fait. Et donc, ce que je te propose, c'est plutôt de te donner des arguments, des vrais arguments scientifiques, et non pas seulement de citer de la littérature, qu'on peut donner aux auditeurs, qui permettent de comprendre simplement pourquoi parler d'acide lactique, c'est faux. Et je te donnerai même le contre-argument de la team acide lactique, enfin, en tout cas, de ce qu'il en reste, parce qu'il en reste plus grand-chose, et comment contrer cet argument. Donc voilà ce que je te propose. Allez, c'est parti. Qu'on fasse on fait un peu de chimie. Bon, Aurel, t'es prêt pour un petit cours de chimie? Ah, je suis venu pour ça, moi. Nickel. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que vous savez, tous les ans, il y a des étudiants, des lycéens qui m'écrivent au moment de l'oral, le grand oral du bac, parce qu'ils parlent du lactate de plus en plus. Et donc, on va remercier tous ces étudiants et leurs professeurs qui prêchent la bonne parole. Et donc, c'est bien qu'à la fois, le lactate, il perfuse côté coach, côté sport, côté chimie, parce que les profs de physique-chimie, on a été longtemps responsables aussi de propager cette erreur. Hein. On le voit dans les sujets de bac, on le voit dans les sujets de concours, il y a encore de l'acide lactique qui brûle dans les muscles, mais de moins en moins. C'est vrai que si les étudiants CQP, DE, BP qui arrivent chez nous
en sortant du bac, ils ont déjà eu un message comme ça, il y a moins de chances effectivement qu'on ait des espèces d'échos, des stigmates comme on trouve dans les bouquins. Ouais. Et j'avais discuté d'ailleurs au début de ce combat du lactate il y a quelques années avec un physiologiste de l'exercice. Je vais pas le citer parce que je pense qu'il avait tort, même si c'est un grand physiologiste, je te le dirai en off. Mais il me disait, cherchez pas, j'ai trop lutté, vous gagnerez jamais ce combat contre l'acide lactique. Moi, je prends le pari inverse. Je pense qu'on va l'avoir. Donc, je vous donne les arguments. En fait, ça, c'est niveau lycée. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un pH. On va faire un petit axe avec le pH. Donc, le pH, en gros, ça donne l'acidité d'un milieu. Donc, un pH inférieur à 7, c'est acide. Un pH supérieur à 7, c'est basique. Mmh. Et puis, on va placer, en fait, deux entités d'un couple acido-basique. Donc, l'acide lactique. Hop, je vais l'écrire comme ça. Acide lactique. D'un côté, dans les milieux les plus acides, et le lactate de l'autre. Donc en fait, quand j'ai un couple acido-basique, et l'acide lactique et le lactate forment un couple acido-basique, il y en a un qui prédomine vers l'acidité, l'autre qui prédomine vers la basicité. Et cette frontière qu'on voit ici, sa valeur, elle est donnée par ce qu'on appelle le pKa du couple, et donc il se trouve que le pKa pour le couple acide lactique-lactate, il est autour de 3,7, 3,9, ça dépend de la température. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est sur cette frontière-là, quand je suis ici, à pH égale 3,7, ce qui n'est pas le cas dans nos muscles et dans le sang, eh bien, on a autant d'acide lactique que de lactate. Et puis, plus je vais me décaler comme ceci vers des pH élevés, plus c'est le lactate qui va prédominer. On dit que le lactate est ici à son domaine de prédominance et l'acide lactique de l'autre côté. Quand on est à pH physiologique, je vais mettre pH physio. Bah, grosso modo, tiens, tu peux nous dire, Aurel, on est autour de quelle valeur? Allez, si on a un pH physiologique de 5? Bah, 5, on est déjà un peu mort, mais t'avais pas dit dans une autre vidéo que c'était le comté, 5? C'est vrai, c'est le comté. Alors, disons 12? 12, on va être plus sur du desktop. Donc, on est dead aussi. En fait, le pH physiologique, il peut pas trop s'écarter de 7. Sinon, les enzymes qui catalysent les réactions biochimiques fonctionnent plus correctement, donc on ne fonctionne plus. De même que la température interne, elle est thermorégulée jusqu'à un certain point, et elle peut pas trop s'écarter non plus. Donc, sinon, ça fonctionne. Encore un argument très très fort pour dire que on s'écarte jamais vraiment de cette zone-là, et que donc finalement l'acide lactique, c'est quoi le pH? Alors, si tu prends une solution d'acide lactique, ouais. Bah, si on considère, on reprend mon diagramme de prédominance, on considère que l'acide lactique est prédominant dans une solution, le pH doit être plus bas que le pK. Ça veut dire qu'on est dans cette zone-là, donc on est de fait inférieur à 3,7. Donc de fait, une solution acide lactique, c'est beaucoup trop acide pour un organisme biologique. Ok. Donc c'est mort. Un organisme biologique humain ou n'importe quel organisme biologique? Est-ce que tu connais des animaux qui arrivent Je suis pas biologiste, donc je ne vais pas risquer de dire une connerie, mais non, moi je connais pas d'animaux qui fonctionnent en milieu très acide comme ça. À mon avis, il y a pas grand-chose qui tient, parce que déjà, on est aussi composé de protéines. Les protéines, c'est des polypeptides, et ces polypeptides, en milieu trop acide, ils s'hydrolysent plus facilement, donc je pense pas qu'un organisme vivant puisse être stable. Donc si tu fais bien fermenter du lait, voilà, tu vas réussir à avoir ton pH qui arrive à des niveaux comme ça, mais c'est pas bon. Oui, donc j'ai dit une connerie sur l'organisme vivant, tu vois, bah tu me fais rendre compte que j'ai dit une connerie, puisque on doit pouvoir faire des fermentations assez acides. Oui, j'entendais par être vivant des êtres un peu plus macroscopiques. Ouais, je vais loin dans le. Ouais, non, mais t'as raison. Loin dans les du coup, tu vois, si on parle trop de biologie, je suis chimiste, donc je m'avance pas trop sur ces sujets-là. Bon, c'est possible, pas chez nous, quoi. Hein, voilà, vous avez compris l'idée. C'est possible, pas chez l'être humain. Ouais, peut-être que dans l'estomac, est-ce que voilà, l'estomac c'est acide. On peut se dire que là, le lactate, il va repasser sous forme d'acide lactique à la rigueur. Ça, je veux bien l'accepter. Mais dans les cellules musculaires ou dans le sang, certainement pas. Ouais. No way. Très clair. En gros, le pH sanguin, par exemple, il est à 7 et quelques. Quand on fait un effort sportif, on acidifie. Ça, c'est une réalité. C'est pas acide lactique, mais on acidifie. Le pH peut descendre. Chez des athlètes de haut niveau, je crois qu'on descend au plus bas, genre 6,8. Ouais, c'est ça, 6,8. C'est un truc comme ça. Donc, on descend pas très bas parce que le sang a ce qu'on appelle un système tampon. Bref, il arrive à contrer les variations de pH. On va voir que le lactate joue un rôle là-dedans. Le fait est que quand on est à pH physiologique, donc à pH autour de 7, alors que le pK est autour de 3,7, on peut faire les calculs et grosso modo, on va trouver que le lactate, il est plus de 1000 fois concentré que l'acide lactique. Donc autrement dit, dans un couple acide-base, il y a toujours une forme majoritaire, voire ultra-majoritaire. Là, le lactate est ultra-majoritaire, il est vraiment beaucoup plus présent que l'acide lactique. Donc en toute rigueur, on pourrait dire que pour
5000, 10 000 molécules. Au total, il y a peut-être une molécule d'acide lactique par effet d'équilibre. Mais en réalité, c'est du lactate qu'on parle. C'est lui qui est dans son domaine de prédominance. Donc ça, c'est l'argument numéro 1. Ok. Ça va pour celui-là? C'est un très très bon argument. C'est un très très bon argument. Donc ça, c'est niveau lycée. Ça doit être seconde ou première, il faut voir les constantes d'acidité où ça se trouve. Mais là, il est même pas question d'aller chercher des grandes études, etc. Il n'y a pas à discuter, on doit parler du lactate. Maintenant, il y en a qui vont me dire, quand on dit ça, là j'en ai plein qui vont me dire, oui, mais dans le cours de biochimie, on sait qu'en fait, il se forme l'acide lactique, c'est comme ça qu'ils vont essayer de me contrer, il se forme l'acide lactique, mais qui instantanément, au pH physiologique, se dissocie en un ion lactate et un H+. Et en vrai, ça a du sens. C'est possible en chimie, ça, de former une entité qui, selon le pH dans lequel on se trouve ici, dans le domaine du lactate, va se dissocier, donnerait H+, et le lactate. Ça, c'est déjà l'argument un petit peu, la version un peu élaborée de l'argument, parce que la version la plus simpliste qu'on trouve sur les réseaux, c'est, en fait, le lactate et l'acide lactique, c'est la même chose. Tu joues sur les mots, ok? Oui, on est là, mais nous, on a appelé ça acide lactique. Ouais, mais on peut pas. Alors, pour moi, pour un chimiste, tu peux pas dire ça parce que donc le lactate c'est une base, l'acide lactique c'est un acide, donc ils ont vraiment des actions qui sont opposées. Ce sont des antagonistes. Ce sont des antagonistes, et de plus, j'ajouterais que l'acide lactique est une molécule neutre, là où l'ion lactate, c'est un ion, donc il est chargé, donc il se déplace pas pareil quand il doit franchir une membrane, etc., même dans les milieux biologiques. Donc en fait, ça n'a aucun sens de dire que c'est la même chose. C'est pas parce que, effectivement, on peut se dire que sur les molécules, je suis d'accord que structurellement, vous voyez, il y a les deux, ça se ressemble. L'acide lactique, c'est lui, et s'il perd son proton, on a un lactate. Et encore une fois, la théorie dominante, je pense, en francophonie, maintenant, c'est d'essayer de trouver un espèce d'entre-deux qui n'est pas bon, qui est de dire, en fait, on forme l'acide lactique au cours de l'effort, et boum, il se dissocie avec son proton. Donc maintenant, moi, j'aimerais vous montrer pourquoi cette version-là, on sait qu'elle est fausse, et qu'elle conduit à des erreurs d'interprétation. Mais avant ça, je peux aussi peut-être on peut dire un peu d'où elle vient. C'est quand on fait un effort intense, on observe deux choses. L'acidose augmente, donc on forme de l'acide, des ions H+, et de l'autre côté, la lactatémie augmente, donc on forme des lactates. Donc c'était pas idiot, au départ, de se dire si on forme des H+, et du lactate en même temps, c'est qu'on a formé de l'acide lactique qui s'est dissocié. Ça, c'est un peu l'erreur originelle, probablement. Parce que historiquement, je crois que c'est ça. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi on s'est trompé aussi longtemps? Et pourquoi on est parti sur cette fausse piste-là? Ça, c'est quand même probable. Ce que tu es en train de décrire là, c'est que ça vienne parce que si on prenait, on avait observé ça dans des muscles, je crois, d'animaux morts au départ, d'animaux qu'on chassait. Et en fait, après les butées où tu faisais les analyses sur le muscle, il y avait une lactatémie et une acidose élevée. Je suis pas certain là de ce que je dis, donc. Non, on fait des hypothèses. Voilà, faut bien réfléchir à d'où ça peut venir. Ouais, c'est peut-être un sanglier qui s'est pris une flèche. Non, en vrai, je sais pas. Mais oui, pour moi, la confusion vient de là. Donc maintenant, on passe à un deuxième argument qui est un tout petit peu plus complexe, mais pas tant que ça, vous allez voir. Et après, je pense qu'il faudra dire d'où vient l'acidose, du coup. On va être obligé. Ah oui. Donc il va falloir qu'on s'intéresse à une des réactions la plus étudiée de la biochimie qu'on appelle la glycolyse. Donc la glycolyse, c'est un ensemble de transformations qui va décomposer le glucose pour produire de l'énergie. Cette glycolyse, à l'époque, on parlait de glycolyse aérobie et glycolyse anaérobie. On va oublier ces termes. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un article qui est sorti en 2015 qui s'appelle simplement le produit final de le lactate et le produit final de la glycolyse. Donc maintenant, voilà, la glycolyse. On vous met le lien en commentaire. On peut mettre le lien, bien sûr. Je pense que tu l'as, mais sinon j'ai des liens. Donc le lactate est le produit final de la glycolyse. La glycolyse a été proprement redéfinie. Je vous propose qu'on rentre un petit peu là pour bien voir où intervient l'acidité. On doit rentrer un petit peu dans le détail des équations. Mais vous inquiétez pas, je vais vous guider. On va les lire ensemble. Donc la glycolyse, ça permet de transformer le glucose, ici, en lactate. D'accord? On peut le décomposer en deux parties. On va le décomposer d'abord en considérant le glucose qui va être converti en pyruvate. Et ensuite, on va parler du pyruvate qui est converti en lactate. Et le bilan de tout ça, ça va être la glycolyse. Ok, et pour bien comprendre, suivez-moi dans les équations, donc je te montre Aurel. Si on regarde du glucose au pyruvate, donc on n'est pas obligé de regarder toute l'équation, donc je vous rassure, les non-chimistes, vous pouvez suivre. Ce que je vous propose de faire, c'est de trouver où sont les H+. Donc on va jouer à trouver les H+, tu peux me les trouver dans la première équation. Il va falloir que j'enlève mes lunettes pour ça. C'est des lunettes de style. Alors, où ils sont nos petits H+? Ouais, dans la première équation, donc là, on a les réactifs, ça c'est ce qui réagit, la flèche pour dire on forme ces produits-là. Ah ouais. On les a là. Alors les H+, tout seul, pas dans d'autres entités.
mais si tu regardes bien, ouais, là on forme 2H+. Ok. Donc ça, c'est la première partie de la glycolyse qui nous mène du glucose au pyruvate. On voit qu'il y a 2H+ qui se forment. On forme de l'ATP au passage, hein, parce qu'il faut que ça produise de l'énergie. Donc ce processus-là, il est acidifiant. Donc ça, c'est un processus qui va diminuer le pH. Ensuite, c'est là que ça devient le plus intéressant, accrochez-vous. On passe du pyruvate au lactate. Techniquement, passer du pyruvate au lactate, c'est une réduction en chimie. Et si on regarde l'équation, où est-ce qu'on a des H+? Là, dans les réactifs. Donc ça veut dire que cette conversion de pyruvate en lactate consomme des H+, donc ça va au contraire être alcalinisant, puisqu'on consomme des ions hydrogène, ça va contrer l'acidose métabolique. Attends, c'est hyper important ce que tu es en train de dire là. Ça, c'est le point essentiel. C'est une différence fondamentale et qui explique à quel point, non, l'acide lactique et les lactates, c'est pas synonyme, parce que en réalité, là, ce qu'on est en train de décrire comme processus, c'est que la formation du lactate vient contrer l'acidose métabolique, donc comme ça vient modérer la production d'acide, ça veut dire qu'en amont, tu peux en produire davantage, donc tu vas pouvoir répéter plus de contractions musculaires. C'est pourquoi notre ami Didier Ress, que je salue, qui est le capitaine de la team lactate, il dit le lactate, ça donne la patate. Parce qu'en formant du lactate, tu consommes de l'acide et donc tu peux produire plus de contractions musculaires en amont. Là, on présentait systématiquement l'acide lactique, puis derrière en disant oui, non, mais les lactates, c'est pareil. Bon, bah, le lactate, comme le grand méchant de l'effort qui va stopper votre effort, c'est exactement l'inverse. Tout à fait. Et on peut ensuite... Donc oui, ça, je pense, c'est vraiment le point essentiel de retenir ça. La formation du lactate vient contrer l'acidose métabolique, permet de soutenir l'effort intense. C'est hyper important. Et bon, après, on ira plus loin. Et on peut faire le bilan de la glycolyse, parce que on a aussi vu beaucoup passer dans les livres de biochimie que la glycolyse était acidifiante. Ce qui se comprenait si on parlait de glycolyse aérobie au départ, où on s'arrêtait au pyruvate. Pourquoi pas. Maintenant, si on veut faire le bilan, bah, je dois écrire une équation chimique en combinant ces deux équations pour aller directement du glucose au lactate. Donc, ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'il faut que le pyruvate n'apparaisse pas. Comme j'ai 2 pyruvates dans la première équation et un seul ici, je multiplie cette équation par 2, je fais la somme des deux et j'arrive au bilan final. Okay. On va pas trop vous casser la tête avec les tailles. Mais quand je fais le bilan, bah, comme il y avait 2 H+ produits ici, là il y a un H+, mais je multiplie cette équation par 2. Il y a plus de H+ dans la glycolyse finale. Donc ce processus est globalement neutre. Alors il y a des petites entités qui ont un rôle acidobatique extrêmement léger, mais globalement, on peut dire que la glycolyse est neutre, ni vraiment acidifiante, ni vraiment alcalinisante. Et ça, maintenant, c'est assez clair. Il n'y a plus non plus de débat depuis un petit moment là-dessus. Super clair. Ça va? Dites-nous en commentaire si vous avez des questions. Il viendra répondre. Hein. N'hésitez pas, plaisir. Si ça n'a pas été assez clair, on répond à vos questions. Avec grand plaisir. Et je pense qu'on peut ajouter que le lactate, avant, on le réservait aux efforts intenses, mais en réalité, il y a toujours... on forme toujours du lactate, comme c'est le produit final de la glycolyse, qu'on sait aujourd'hui, je crois que Didier était venu le dire déjà chez toi, mais je vais le redire, on sait aujourd'hui qu'il y a des transporteurs à lactate qui amènent le lactate dans la mitochondrie. Ensuite, une fois dans la mitochondrie, il peut redevenir le pyruvate, puis aller dans le cycle de Krebs. Bref, en fait, je crois que les quantités, quand on regarde en fait au niveau basal, le rapport lactate sur pyruvate, c'est à peu près 20. Donc ça veut dire qu'on a 20 ions lactate pour un ion pyruvate, grosso modo, mais c'est pour dire que même à l'état de repos, le lactate est prépondérant devant le pyruvate. Il faut voir en fait toutes ces molécules qui interagissent les unes avec les autres comme des équilibres. C'est des équilibres entre les molécules, et quand on passe à l'effort, on va déplacer ces équilibres. Est-ce que ça nous amène pas à parler de la fatigue, un peu tout ça? Parce que du coup, la question qu'on a à chaque fois en tout cas à chaque fois que je fais ce petit exposé, mais du coup c'est quoi si c'est pas acide lactique? Ah bah évidemment, c'est la question d'après. Du coup, qu'est-ce qui crée cette sensation de brûlure, cette sensation de contracture, cette sensation de saturation locale puis globale qui fait qu'on s'arrête? Si ça n'est pas l'acide lactique, qui est le méchant? Qui est l'antagoniste? C'est qui Palpatine? Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas un méchant. Et ça, c'est difficile. On aime bien avoir un bouc émissaire. Et puis, on n'en a pas trop, mais on a quelques indices quand même. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, l'acidose intervient. Donc, on en vient à parler de l'acidose. Alors, c'est vrai que j'ai pas écrit l'équation d'hydrolyse de l'ATP. Mais peut-être qu'on peut l'écrire. Mais on peut l'écrire. Mais on a le temps. Restez avec nous encore un petit moment. J'en profite pour vous parler de mon école de coach qui forme dans toute la France des CQP, des BP et désormais des DE. Je retourne à notre équation de chiffres. Donc, l'acidose est effectivement un des facteurs de la fatigue musculaire et de l'arrêt de l'effort, un des facteurs, parce que je crois que c'est loin d'être le principal. Mais d'où vient cette acidose, puisque c'est pas la glycolyse? Je dois quand même y répondre. Alors, la glycolyse,
elle a pour but, à la base, de former de l'ATP, qui est notre monnaie énergétique. Et cette ATP, pour permettre des contractions musculaires, et donc l'effort sportif, eh bien, il faut qu'elle s'hydrolyse. Et donc, quand on écrit l'hydrolyse de l'ATP, donc qui est la réaction vraiment centrale du métabolisme énergétique, on va avoir ATP plus une molécule d'eau, qui va nous donner de l'ADP, plus un phosphate inorganique que je vais écrire HPO4 et plus un ion H+. Voilà. Pays. Et ouais, je vais même mettre les charges. Bon, on pourrait mettre les charges, mais je fais la version coach sportif. Ouais. T'es d'accord avec mon équation, ça va? Ça me va très bien. Ok. Et donc là, c'est ce H+ là. Et donc, comme on forme des ions H+, la contraction musculaire est acidifiant. Et il y a des articles qui quantifient un petit peu quelle est la part d'acidification due à l'hydrolyse de l'ATP. Et en fait, c'est principalement cette réaction qui donne les H+. Alors, je sais plus si c'est 80-90%, mais c'est quand même très élevé. Donc, on peut dire que principalement, c'est la contraction musculaire qui forme les H+, qui sont à l'origine de la fatigue. Et il y a un deuxième métabolite, en fait, il y en a plein, mais où on sait que lui, il intervient. Le phosphate inorganique aussi, il jouerait un rôle. Alors, je crois qu'il y en a un, c'est pour la fatigue centrale et l'autre périphérique, mais je suis pas trop sûr. Ok. Et je sais même pas si on sait vraiment. Je sais pas si on sait, ouais. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que au cours de l'effort, il y a des variations de concentration en ions. Phosphate inorganique, les ions H+, il y a des variations de température. Et donc, tout ça, ça va intervenir. Donc, il faut plus voir, je pense, le cerveau, le système nerveux en général, comme un intégrateur qui voit, je crois que c'était l'analogie d'idée de dire c'est comme s'il y a plein d'écrans. Et puis, à un moment, hop, ça passe un peu à l'orange, puis au rouge, et hop, arrête l'effort. Mais voilà, on n'a pas un coupable, c'est un ensemble à l'échelle de la contraction, il y a aussi un sujet sur le calcium, je crois. Ouais, dans le réticulum sarcoplasmique, ouais, je crois que c'est ça. Endoplasmique. Oh putain. Alors là, je sais qu'il y a un lien avec le calcium, mais je saurais pas te dire quoi. Non, mais il y a tellement de coupables, c'est vrai que. Ouais, je pense que c'est des dizaines. Ouais, qui perturbent à la fin la contraction. Et puis, à quel point cet environnement de fatigue, à un moment donné, prolongé, joue pas aussi un rôle en connexion avec le psychologique. On voit bien que sur une même physiologie de base, il y a des gens qui sont capables de tenir plus longtemps et d'autres moins longtemps. Donc, c'est pas forcément la physiologie qui stoppe en premier pour tout le monde. C'est les durs au mal qui vont au bout de la physiologie. Oui. Mais en fait, la question, c'est à quel point tu es capable de souffrir et d'encaisser. Ceux qui ont vraiment fait ce qu'on appelle souvent des circuits lactiques, enfin, quelle que soit la forme d'effort à très très haute intensité que vous vous imposez, la plus simple étant 800 mètres, voilà, très très clairement. Le plus horrible. On voit bien que en dehors du très haut niveau, si vous faites courir des 800 mètres à des gens un peu standards, même entraînés, qui sont pas coureurs de 800, en réalité, le premier facteur qui va les arrêter, c'est leur capacité à accepter cette horreur le mental, ouais. des 300 derniers mètres, en fait. En anglais, on dit beaucoup « It's about how much you want it ». La question, c'est à quel point tu veux vraiment. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un truc. Tu sais, l'autre fois, j'allais dans un congrès de profs. J'avais 2 conférences, dont une sur la chimie dans le sport, pour parler du lactate. Et je tombe sur un article où, en fait, ils expliquaient que plein de rôles que le lactate aurait sur le cerveau. Il y a même des chercheurs qui parlent de lacthormone. Ils ont contracté le mot entre lactate et hormone. Tellement il joue de rôles hyper importants. Parce que le lactate n'intervient pas que dans l'effort sportif. Et apparemment, alors ça, je pense que c'est vraiment des hypothèses sur lesquelles il faut rester très prudent, mais il y aura un lien entre le fait de produire souvent du lactate. Est-ce qu'il y avait un lien avec le fait qu'il soit utilisé comme substrat dans le cerveau, etc. Parce que le lactate est un substrat utilisé par les muscles, le cerveau, le cœur. Et le courage. Donc en gros, l'idée c'était de dire, si tu produis très souvent des grosses quantités de lactate, tu vas devenir plus courageux parce que tu es habitué à l'inconfort, non pas l'inconfort du lactate, mais souvent il y a la concomitance entre les deux. Et donc du coup, tu vas pousser plus. Ça m'intéresse ça. Si tu as des petits liens à m'envoyer là-dessus, je trouve ça très très intéressant. Le lien entre lactate et courage. Il y a un truc entre le lien entre le cran. Ouais. Le cran, ouais, c'est ça. T'as plein de choses et enfin c'est une molécule aussi de signalisation. Enfin le lactate il joue plein de rôles. Là il y a même des recherches autour de la santé, pour la santé mentale, pour la santé mentale. Je le dis pas bien, mais donc en fait le lactate il se balade après dans tout l'organisme, donc il a plein de rôles qu'on est encore en train d'étudier et de découvrir. Donc je pense qu'on est qu'au début de l'histoire du lactate.
Trop bien. J'interromps 2 secondes cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous prenez un plaisir monstre, donc vous m'en voudrez pas. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez envie de devenir coach un jour. Et j'ai un CQP, justement, que je propose partout en France, mais aussi un BPGEPS, 100% à distance. N'hésitez pas à aller sur mon site www.broussal-derval.com pour tout apprendre des formations initiales. Et si vous êtes déjà coach, peut-être que vous avez envie de passer carrément un DEGEPS, ça aussi 100% à distance, tout ça est 100% finançable. Mais j'y retourne parce que j'ai Blablaro au labo qui m'attend avec impatience. À t'écouter parler, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est de te féliciter pour tes chaussettes. Parce que, franchement, Piccolo, c'est sans doute le personnage le plus sous-coté. Et c'est pas juste dans Dragon Ball, alors qu'avec sa dernière transformation, si lui, il fait pas d'acide lactique, personne n'en fera jamais. La deuxième chose, c'est pour toujours continuer à tordre le cou de la sémantique, là, en disant, ouais, ça veut dire pareil, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que le lactate, c'est bel et bien un substrat. C'est bel et bien un substrat, ça veut dire que à la fois, on le produit au cours de l'effort, mais on peut le réutiliser. Je sors mon petit dessin. En fait, paf, on vous l'affiche en permanence ici. Tu n'es plus obligé de le montrer après, pas de problème. Ok, je suis plus obligé de le montrer. En fait, tout à l'heure, je parlais de l'équilibre entre donc le glucose qui se convertit en pyruvate et qui se convertit en lactate. Et tout ça, ce sont des équilibres qui sont dynamiques. Et donc, mais je vais quand même pointer un petit peu là-dessus pour qu'on puisse suivre. L'idée, c'est que ce lactate, mettons que je fais un effort intense, donc je vais produire beaucoup de lactate ici. Mais ensuite, ce lactate, il peut très bien remonter, s'oxyder en pyruvate. Et ce pyruvate, pour ceux qui ont fait de la physio, ensuite, il peut donner de l'acétyl-CoA. L'acétyl-coenzyme A, pour faire simple, c'est une molécule qui est un peu le carrefour du métabolisme énergétique. C'est-à-dire que les sucres vont donc par le glucose et le pyruvate vont finir par donner de l'acétyl-CoA. Les graisses vont finir par donner de l'acétyl-CoA. Si vous buvez de l'alcool, ça va finir par donner de l'acétyl-CoA. Ça va faire un embouteillage d'ailleurs, mais bon. Et cet acétyl-CoA va finir par aller dans le cycle de Krebs et donc via un métabolisme oxydatif, il va se faire oxyder en dioxyde de carbone, ça va produire de l'eau et ça va produire beaucoup d'ATP. Donc l'idée, c'est que ce lactate, finalement, il peut revenir en pyruvate et aller se faire oxyder dans les mitochondries pour produire énormément d'énergie. Donc oui, c'est un substrat. Il peut également, si on a besoin de refaire des stocks, en fait, le lactate, il peut remonter jusqu'au glucose, par exemple, avec ce qu'on appelle le cycle de Cori, qui n'est pas vraiment l'inverse de la glycolyse, mais en tout cas, il y a des mécanismes pour que le lactate reforme du glucose. Et si jamais on a besoin ensuite et qu'il y a suffisamment de glucose, on va refaire du glycogène pour faire des stocks pour la séance d'après. Donc oui, le substrat, en fait, Donc oui, le lactate, c'est un substrat, il peut être réutilisé soit pendant l'effort, soit pour reconstruire des stocks. Et du coup, ça ne justifie pas cette pratique de faire de la récupération active pour éliminer le lactate. Finalement, on peut faire de la récupération active, je pense, pour faire un petit peu plus de cardio, rajouter un peu d'endurance fondamentale. Mais pour se débarrasser du lactate, il n'y a pas réellement de raison de le faire. Ça n'a pas de sens, non, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Et peut-être qu'une des erreurs fondamentales, si on fait aussi un petit dézoom sur une image un peu plus grande, c'est ces 3, voire 6, peu importe comment on compte, filières énergétiques qu'on essaie de présenter toujours comme les façons de produire de l'énergie exclusive, alors qu'on voit bien sur un simple schéma comme celui-ci, que évidemment la glycolyse elle est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine et que il y a des cycles et des allers-retours physiologiques à tous les étages qui font qu'au final c'est pas 3 filières qui suivent les unes après les autres, ni 6 filières qui suivent les unes après les autres, ni même 6 filières qui démarrent en même temps et qui vont alterner. C'est finalement un moteur hybride beaucoup plus riche que ça, et que cette mitochondrie finalement elle va puiser partout, dans tous les sens, dans toutes les directions, et c'est ça qu'il faut regarder pour bien comprendre l'effort et ses conséquences sur la fatigue. Ouais, tout à fait. On parle plus de... Déjà, moi, j'évite le terme de filière énergétique. Je parle de métabolisme énergétique. On parle de continuum énergétique. Et... Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien le côté continuum. C'est vrai que l'approche anglo-saxonne, pour le coup, pourtant, c'est eux qui font le plus d'acide lactique, hein. Mais l'approche anglo-saxonne est toujours beaucoup plus sur un continuum. Nous, on aime bien les cases. Les cases, des fois, c'est un peu plus clair, mais ça induit en erreur aussi. C'est à force de simplifier, on trahit un peu la réalité, quoi. Je pense que quand on présente un modèle, si on présente le modèle des filières énergétiques, ce que moi parfois je fais, il faut en présenter les limites. Donc ça veut dire de surtout pas les voir comme 3 autoroutes côte à côte, mais par exemple, même si on regarde le métabolisme plutôt donc anaérobie à lactique, finalement il a un lien très fort avec l'oxygène pour recharger la phosphocréatine. Oui. Donc ça n'a pas de sens de les dissocier.
Et du coup, je pense que le terme filière énergétique est trompeur, mais encore une fois, je pense que toute présentation de ces filières doit s'accompagner à la fin d'une critique du modèle et de dire voilà pourquoi c'est limité, et voilà pourquoi il faut tendre vers plutôt un modèle de continuum énergétique. Alors, en vrai, je vais même encore plus loin. Honnêtement, maintenant, je le montre plus parce que c'est tellement fort cette image de la courbe d'Ohwald et des 3 filières que une fois que t'as vu ça, c'est tellement dur de t'en décoller et de sortir c'est tellement simple à comprendre et c'est tellement faux que pour moi, ça induit vraiment les gens en erreur. J'essaie de plus en parler du tout. Alors, je pense que en vrai, moi, je me suis déjà, si on essaie tu parles de la courbe où on voit la courbe d'Ohwald avec les trois filières, tu sais, d'abord on voit la chute drastique de l'ATP, ACP, tu vois. Elle est très dangereuse cette courbe. Alors moi j'aime bien, je la prends pour aussi la critiquer, mais dire la seule situation où je vois que je peux la faire coller, en gros, c'est si tu cours après ton bus. C'est-à-dire qu'au début le bus il part et tu cours super vite, tu tapes ton sprint, t'es plus sur la phosphocréatine. Après tu perds un peu de vitesse, mais t'arrives à tenir un plateau et ça va commencer à brûler à un moment. Pas à cause de l'acide lactique, et du coup, on va plus être sur le deuxième. Et enfin, on va glisser sur l'aérobie, mais ça reste une approximation, ça reste faux, et ça montre à quel point je te trouve une seule situation dans laquelle on pourrait imaginer que ça colle à peu près. Donc en réalité, je suis assez d'accord pour dire qu'il faudrait plutôt arrêter de présenter cette courbe, à part pour justement la critiquer. Et même là, c'est la couper complètement du système de contraction musculaire. Du coup, on a l'impression que c'est plutôt les fibres rapides qui vont d'abord se mettre en route pour ce qui est pas le cas. C'est elles qui ont l'inertie en fait, et du coup, c'est plutôt les fibres lentes qui elles dépendent plus de la filière aérobie. Du coup, donc, au final, il y aura une espèce de minimum syndical de filière aérobie, quoi qu'il arrive, même si t'as toujours pas fait d'effort de toute façon, évidemment. En réalité, je trouve que c'est plus pertinent de parler de cette interaction en partant plutôt de l'effort léger. Avec les fibres lentes, et ensuite de voir comment les fibres rapides s'impliquent, et justement ce transfert du lactate, puisque les fibres rapides qui vont être plus glycolytiques produisent beaucoup de lactate. Ce lactate débordant va être pris en charge par les fibres lentes, et si on a bien fait son endurance fondamentale et qu'on a beaucoup de mitochondries, tac, on va produire de l'énergie avec ce lactate qui déborde des fibres rapides pour aller dans les fibres lentes. Donc je trouve que c'est plus pertinent et actuel de le présenter comme ça que la courbe. Et ça introduit vachement mieux le continuum, puisqu'au final, on a une tâche motrice à réaliser à très haute intensité. Du coup, on active un certain nombre de systèmes de contraction, dont celui des fibres rapides, qui effectivement se retrouve à un moment donné saturé et a besoin d'un renfort, tel un moteur un peu hybride. Je prenais l'exemple du moteur hybride tout à l'heure. On retrouve un petit peu ça quand vous passez de l'électrique à l'explosion. Évidemment, ça dépend de votre vitesse, de votre intensité, du nombre de kilomètres que vous allez faire. Sauf que nous, en plus, c'est pas un moteur hybride à deux types de création d'énergie et de stockage d'énergie. Là, on a quelque chose de beaucoup plus riche que ça. On en a effectivement, c'est bien plus complexe. Ouais, tout à fait. Bon, une des questions qui va sortir si on l'aborde pas dans les questions, dans le chat, c'est évidemment le rôle sur les courbatures, parce qu'on a essayé d'expliquer un tout petit peu le lien avec la fatigue, qui était responsable de l'arrêt de l'effort. On n'a pas trop réussi, mais c'est parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Voilà, c'est multifactoriel, très clair. On n'a que des pistes. On a des pistes. Quand même, du coup, à plus moyen terme, la question, c'est est-ce que y a un lien avec les courbatures? C'est vrai que c'est une bonne question, parce on a dit, ok, le lactate intervient pas sur l'effort direct, en gros, la douleur aiguë, mais peut-être la douleur à retardement. Là, c'est assez facile en réalité. On sait qu'il n'y a pas de lien, mais je vais donner des exemples peut-être qui parlent. Je peux te faire des entraînements où tu produis énormément de lactate et tu n'as pas de courbature. Typiquement, je te mets sur un asso bike. Ouais. Si tu m'autorises à te faire une séance. Je déteste tellement l'asso bike. Et tu te manges un énorme fractionné à l'asso bike, par exemple en faisant du 30-30. Tu auras des productions de lactate importantes. Tu peux avoir pas ou très peu de courbature. Je pense qu'on peut imaginer des entraînements comme ça. De l'autre côté du spectre, on peut imaginer des entraînements qui vont créer beaucoup de courbatures avec très peu de lactate. Je pense si on fait des sauts en contrebas, par exemple, tu vois, avec de la plio, des choses comme ça, pas beaucoup de répétitions. Par contre, une énorme charge sur la partie excentrique. Des sprints courts avec freinage. Ouais, des sprints courts avec freinage, ouais, et des temps de récup très longs. Même si vous prenez des temps de récup très longs. On n'a pas de raison d'accumuler du lactate, et pourtant, on risque d'avoir des courbatures de cochon le lendemain. Donc, je pense que le terrain peut déjà montrer, sans qu'on mette de fiche derrière, qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Et enfin, dernier argument, le lactate, une fois que vous faites un effort très intense, une séance lactique, on va dire, qui produit beaucoup de lactate, si on fait pas de récup active, au bout de 2 heures, il a foutu le camp. Avec une récup active, on va dire 20 minutes. C'est des ordres de grandeur, bien sûr. Donc, en fait, il a foutu le camp bien avant qu'il y ait les courbatures. Qu'il y ait des courbatures. Qui apparaissent en général à 24 à 48 ou 72 heures en fonction de la séance.
qu'en fait, le facteur principal, si vous voulez vraiment éviter vos courbatures, c'est plutôt de réduire la charge excentrique. Hein. Ça, on sait que voilà, c'est de maîtriser la charge maximale. C'est marrant. Pardon de te couper. Non, vas-y. Je te laisse finir peut-être avant. Non, vas-y, coupe-moi. Sur l'excentrique, tu vois qui c'est, Viviane Lalande de Syllabus? Ah non. On a fait une vidéo qui est pas encore sortie. Bah, c'est une vulgarisatrice scientifique la chaîne Syllabus, c'est une des meilleures chaînes de vulgarisation scientifique francophone. Et on a fait une vidéo avec elle. Elle est venue à Toulouse où on a fait une centaine de biceps curls d'un côté, concentrique, excentrique, etc. Et de l'autre côté, non, pardon, je recommence. J'ai fait d'un bras que du concentrique. Ouais. Et donc on aidait la descente, et de l'autre bras que de l'excentrique, on aidait la montée. On a fait le test pour s'amuser parce qu'on a une vidéo qui tourne un peu autour du même sujet, qui sortira prochainement. Et le bras excentrique, je peux te dire qu'il était beaucoup plus courbaturé, alors que sur le coup, après avoir fini, tu vois, j'étais pas convaincu. Je me disais j'y crois moyen. Et le lendemain, j'avais un bras courbaturé et l'autre pas. Ouais, bien sûr. Et bon, alors on n'a pas tout bien contrôlé. J'ai essayé d'avoir les mêmes tempos dans la mesure du possible de contrôler. Ouais, c'était assez troublant. Je suis pas surpris. C'est vrai que c'est vraiment si vous voulez réduire l'impact de courbature sur vos entraînements, effectivement, maîtriser votre charge excentrique, ou alors simplement vous anticipez ses conséquences. Hein. C'est-à-dire que si on sait qu'on va faire une grosse séance excentrique pour vraiment monter en force ou en paramètre de puissance, quel que soit l'objectif, on sait que derrière on va avoir cette inefficacité musculaire pendant quelques jours. Il faudra prendre en compte. Selon ce qu'on fait, c'est gênant ou pas, pas forcément. La part, le pourcentage d'intensité de la charge par rapport au 1RM, voilà, plus vous passez de temps très très proche de votre 1RM et moins il est haut et plus ça peut vous arriver, donc plus vous êtes débutant, plus vous risquez aussi ça. Et puis, il y a plein d'autres facteurs. Hein. Il y a la maîtrise technique. À quel point on est dans l'efficience gestuelle ou pas, ou est-ce qu'on surrecrute de toutes parts tellement on est hors de notre zone de confort sur un nouvel exercice que du coup on crée davantage de courbatures. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt si c'est pas prévu, c'est plutôt un marqueur de non maîtrise de charge que de maîtrise de charge. Oui, et puis il y a les courbatures, c'est-à-dire le phénomène mécanique en lui-même sur la structure des fibres musculaires, et il y a le ressenti des courbatures. Donc, à quel point je sens la douleur, et là, tu as aussi ce qui est le sommeil, machin, etc. Parce que si tu n'as pas beaucoup dormi, que tu es stressé, etc., forcément, les douleurs sont plus fortes. Pourtant, tu as les mêmes courbatures. Encore une fois, le lien psychophysio est toujours très, très, très important. Super intéressant. Écoute, franchement, là, maintenant, il va falloir qu'on tienne parole, et il va falloir qu'on explique pourquoi, sur le terrain, tout ce qu'on vient de dire là est important. Je pense que vous commencez à le percevoir. Vous commencez à vous dire, ok, déjà j'ai appris à ce stade que le lactate n'est pas l'ennemi, qu'au contraire c'est un substrat et qu'il permet justement de lutter contre l'acidité et tout ce qu'on attribuait jusque-là au lactate ou à feu l'acide lactique, et que donc finalement c'est peut-être quelque chose de plus utile et entraînable qu'on imagine. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? On a promis qu'on allait amener ça sur le terrain parce que à ce stade, on a bien compris à quel point finalement le lactate, ce n'est pas l'antagoniste qu'on présentait. C'est évidemment pas feu l'acide lactique, ça c'est fini, c'est poubelle à ce stade. Mais c'est plus que ça, c'est même un soutien, c'est un substrat, c'est un copain. C'est un buddy, c'est un training buddy. Et ce training buddy, du coup, on le traite pas comme un antagoniste sur le terrain. Que ce soit en termes de charge, de récupération, de stratégie d'entraînement. Qu'est-ce qu'on en fait du coup ? Alors, je pense que la conséquence évidente, c'est de se dire que toutes les stratégies qui consistaient à limiter le lactate, à s'en débarrasser, donc ce qu'on appelle la clairance du lactate, donc je vais prendre l'exemple le plus évident, la récupération active. Je fais juste, excuse-moi de te couper, mais la clairance du lactate, c'est un anglicisme ça, non ? Ça existe le mot français clairance ? Ouais, il me semble. Ouais. C'est lactate threshold. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est clearance. Qui a été Pour moi, c'est lactate threshold, je crois, qui est écrit là sur ton bouquin, tu vois. Lactate threshold training. Ouais. Il me semble, hein. On vérifiera. Ah, mais c'est vrai qu'on utilise énormément ce terme de la clairance des lactates. Et je me demandais si c'était pas, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme en sciences du sport. Et en le relisant l'autre jour, je me dis, tiens, est-ce que la clairance, ça existe vraiment ? Toi, j'avoue que j'ai pas la réponse. S'il y en a qui seront un petit peu branchés français, là, dites-nous en commentaire si la clairance des lactates, ça existait. En tout cas, maintenant, ça existe, c'est publié partout. Ouais. Quoi qu'il arrive. En fait, ça veut juste dire, en termes chimiques simples, on va l'oxyder. Parce que c'est ce que j'expliquais avant, on va le remettre en pyruvate
et on va aller l'oxyder dans le cycle de Krebs, et hop, et ça produit de l'énergie. Mais du coup, la stratégie qui consistait à dire, en éliminant le lactate, on va mieux récupérer, c'est plus justifié. Donc la récupération active, les étirements, soi-disant, qui au passage n'ont jamais éliminé de lactate, mais du coup, c'est pas justifié de s'étirer après une séance pour diminuer l'acide lactique ou le lactate. Cela dit, on est d'accord qu'on peut faire de la récup active, on peut s'étirer, mais pour des bonnes raisons. Faut pas se tromper d'objectif, c'est tout. Voilà. Si vous voulez faire ça pour récupérer de votre séance à haute intensité, de votre séance de crossfit ou je sais pas quoi, vous allez être déçu du résultat. Et là, il y a un autre débat. D'ailleurs, est-ce que la récupération active, c'est vraiment de la récupération? Je pense qu'il y a un débat hyper intéressant là-dessus, mais je finis avant. Peut-être un autre épisode. Ouais, je pense qu'il y a moyen. En vrai, il y a des choses à dire. Et enfin, donc ça serait plus sur la récupération. On oublie toutes les méthodes pour éliminer le lactate ou l'acide lactique. Et sur l'entraînement, je pense qu'il faut pas avoir peur de produire énormément de lactate, parce que c'est pas un marqueur de la fatigue, c'est plus un marqueur de la performance. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, si je vais au-delà, là, je sais qu'il y a des débats aussi, au-delà du second seuil, et que ma production de lactate explose, on la voit monter. À un moment, il y a arrêt de l'effort. C'est pas le lactate qui est responsable de l'arrêt de l'effort. Le montée de lactate est plutôt le reflet de ma capacité à produire beaucoup d'énergie. Donc, il faut plus avoir peur de produire beaucoup de lactate. C'est la clé. Et vous voyez à quel point c'est important de ne pas se tromper dans le terme. Parce que si on dit, l'acide lactique, la lactate, c'est pareil, à la fin, c'est les lactates. Non, parce que justement, ce que vous voulez faire, c'est entraîner votre potentiel lactique. C'est entraîner votre capacité à en générer beaucoup, à en tolérer les effets et les intensités. Alors, je dirais pas en tolérer les effets. Les effets pas du lactate, les effets de la séance, en fait. Oui, de la haute intensité. L'effet de la haute intensité. Ouais. Et c'est ça que vous apprenez à tolérer. Donc, c'est l'ensemble du package que vous apprenez à tolérer. Et ça va avec, justement, des hauts niveaux de lactate. Et c'est ça qui va vous aider à tolérer les effets. Ouais, à en produire beaucoup et à en consommer beaucoup, parce qu'il faut pas oublier que quand on voit la lactatémie, c'est un delta. Pour faire simple, entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme, c'est un peu le lactate qui déborde, on va dire, des fibres musculaires. Et ouais. Donc ouais, c'est tout ça. Moi, je montre souvent en formation, les résultats de tests qu'on a fait à très très haute intensité sur des athlètes de haut niveau. Et donc, je demande aux gens qui est le plus efficace sur des efforts à très haute intensité. Et systématiquement, ceux qui ont des hauts niveaux de lactate sont éliminés d'emblée. Ah ouais. Par les gens, ils se disent qu'en fait, ils ont saturé plus vite, etc. Et ils ne regardent pas la deuxième ou la troisième colonne où on vous donne le temps qu'ont en plus tenu les gens sur ces intensités-là. Et donc, au final, on se rend compte que souvent, ceux qui ont généré le plus de lactate sont aussi ceux qui ont tenu le plus longtemps. Alors, ça se joue toujours en 10-15 secondes parce qu'on est sur des athlètes de très haut niveau. Alors, ça se joue toujours dans un mouchoir de poche, évidemment. On parle de 10-15 secondes. C'est des athlètes de très haut niveau qui, de toute façon, sont habitués à travailler dans des très hautes intensités et sont entraînés à générer beaucoup de lactate. Mais évidemment, le message, c'est tous les coachs qui disent éviter de monter dans la haute intensité pour générer des lactates parce que ça va créer des désordres musculaires, de la courbature, etc. Tout ça, c'est faux. Et à l'inverse, chercher à tamponner, éviter de monter ou faire redescendre systématiquement, etc. Ça aussi, ça peut être contre-productif parce que c'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'être justement efficace dans cette capacité à monter dans les tours. Ouais, tu risques de t'interdire la haute intensité là où il faudrait pas. Et oui, dans le graphique que tu montres, c'est intéressant. Moi, ce que je montre, mais ce qui revient au même dans l'autre sens, c'est la lactatémie en fonction de la puissance. Un athlète versus un non-sportif. Et du coup, sur un niveau de puissance équivalent, mettons qu'on demande 300 watts au 2, l'athlète, on verra une lactatémie beaucoup plus basse. Mais par contre, si on l'emmène dans les hautes intensités, il peut aller dans des niveaux de puissance beaucoup plus élevés. Et là, le lactate, il va grimper au plafond. Donc, il est capable d'en produire au final beaucoup plus. Et ça n'empêche pas, pour plein d'autres raisons, de maintenir dans son entraînement de la très basse intensité, avec d'autres objectifs. Tu parlais de la mitochondrie tout à l'heure, c'est un sujet hyper important aussi. C'est vrai que le lactate, on en parle beaucoup comme le carburant de la haute intensité, mais soutenu par les fibres lentes qui sont travaillées par la basse intensité. Donc, en fait, toutes les intensités ont leur rôle à jouer pour être un bon producteur et bon consommateur de lactate, finalement. Bien savoir le recycler. Super clair. J'espère que c'est clair pour vous désormais. Comme promis, on va finir notre jeu de la différence et on va revenir sur nos modèles
Et désormais, vous êtes capable de distinguer le lactate et l'acide lactique. Tac. Tu vois, les boules noires sont les carbones, les rouges sont les oxygènes et les blancs sont les hydrogènes. Donc, tu le vois là, tu vois où est la différence. Moi, je l'ai. Ouais. On voit ici, tu peux montrer. Ouais. Là, le groupement OH. Donc ici, il y a le proton en blanc. Alors que de ce côté-là, le proton est parti. Donc le H+ est parti. Donc là, j'ai l'acide lactique. Ici, le lactate. Et en fait, la différence, c'est juste un ion H+, donc le plus petit noyau en chimie. Ça paraît une différence. C'est vrai qu'au niveau structurel, c'est rikiki. Mais en fait, au niveau conséquence sur le rôle biochimique et l'aspect énergétique, c'est très différent. Et toute la méthodologie d'entraînement qui va avec va être complètement différente. Ça n'est pas un détail. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Franchement, c'était hyper clair. Merci à toi. Je pense que si on avait eu de la chimie comme ça toute notre vie, franchement, on adorerait tous la chimie. Et j'espère que vous allez tous adorer la chimie. Allez suivre Blablaro au labo. On a des tonnes de petits tutos sur plein de sujets, évidemment pas que l'acide lactique. Donc il y a plein de sujets de chimie et il y a aussi de la physio de l'exercice un petit peu. Et je tenais à te remercier parce que je suis un grand fan de ton travail, donc c'est un honneur d'avoir été invité sur le podcast. C'est un plaisir partagé. Tu connais le chemin désormais. Tu viens quand tu veux. On parlera peut-être des systèmes aérobie, de récupération. On a plein de trucs à dire oui, encore. ça peut être intéressant. Donc, on s'en refera d'autres. Ouais. C'était un grand plaisir. Dites-nous si vous avez aimé, likez, partagez, donnez-nous de la force. Vous savez à quel point c'est important. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Salut à tous. Au labo.